Ben, on a toujours dit que Lyon était une ville qui réfléchissait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça paraît être vrai pour ce qu'a fait la chronique et ce qu'elle fait encore, quoi. Donner aux gens des éléments de réflexion pour qu'ils puissent se déterminer eux-mêmes sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses, pour qu'elles avancent, pour que tel ou tel problème soit pris en charge et qu'on ait les moyens de les prendre en charge par la réflexion et l'action. Vous savez que le catholicisme social est pratiquement né à Lyon, de Marius Gonin qui a fondé les semaines sociales et la chronique sociale, le secrétariat social, et qui réunissait une foule de gens. Bon, il y avait des théologiens, il y avait des philosophes de Lyon, de nombreux philosophes de Lyon, bon, des biologistes, bien sûr, des médecins, des sociologues. Enfin, c'était là aussi quelque chose de pluridisciplinaire. Et Marius Gonin avait demandé à mon père de créer une section médicale. Ça s'appelait au début section médicale du secrétariat social. Alors mon père, qui avait gardé des contacts avec son professeur de philosophie, qui s'appelait Joseph Vialatou, qui était professeur aux facultés catholiques, ils ont tous les deux commencé à réfléchir à tout ce qui pourrait être fait. Et dans les années qui doivent être 1925-26, ils ont commencé à ce petit groupe d'études. Petit groupe d'études qui réunissait que des médecins de Lyon, mais sur un certain nombre de sujets médicaux. Quelle est la limite de la médecine finalement? Est-ce que la médecine se d'occuper que de la molécule? On n'aurait même pas dit molécule à l'époque, mais est-ce que la médecine ne doit pas embrasser par exemple tout le champ humain? Voilà, est-ce que la biologie médicale, animale, la biologie animale, est-ce qu'il peut y avoir des relations entre les deux? Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu ce passage de l'un à l'autre? Enfin, toute une série de petites réflexions qui ont été faites et qui ont fait donc l'objet de petits rapports que j'ai donc remis et qui figurent là-bas. Et après, ce groupe, il a évolué vers des réunions publiques organisées le soir dans une salle de Lyon. Réunions publiques où, sur des grands thèmes qui étaient abordés, des grands thèmes qui étaient abordés. Mais c'est sûr que bon, chaque chose évolue et si on est prophète à une époque, on ne l'est plus après. Ce qui est très bien, ça prouve que le prophète a réussi. Hein. Quand on voit maintenant les problèmes d'éthique médicale tels qu'ils se posent dans la profession, il y a des tas de choses qui ont été dites il y a 20 ou 30 ans qu'on ne redit plus maintenant, qu'on n'étudie plus maintenant parce que c'est rentré dans le domaine courant, si vous voulez. Ces lois qui ont été prises sur la relation médecin-malade, la nécessité de dire la vérité au malade, la nécessité de communiquer le dossier au malade, quand il le demande, sont des notions qui sont venues petit à petit. La devise, enfin la devise, je ne sais pas si on peut dire que c'était une devise, mais une, des, une des pensées de Marie Gonin, c'était savoir pour agir. Et je crois que c'est vraiment ce qu'a toujours souhaité faire la chronique, donner aux gens les éléments pour pouvoir agir par eux-mêmes. Euh, dans les groupes de travail, ils se posaient de plus en plus de questions sur la question ouvrière, la question dont les gens étaient traités, les employés, etc. Et ce sont des gens qui appartenaient à la chronique sociale, qui ont créé les premiers syndicats et qui se sont séparés de la chronique et qui ont créé les syndicats. Pareil, pour des tas de choses, les castors du Rhône, qui ont lieu à Sainte-Foy, les premières maisons à la Libération, c'est des gens de la chronique qui ont dit, mais on ne sait pas comment se loger, qu'est-ce qu'il faut faire, qui ont étudié la question, qui ont créé les castors et qui sont partis. Pareil pour, comment ça s'appelle, le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui a été créé en 1953, il me semble. Et au départ, c'est des gens de la chronique qui ont fait des réflexions en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire quelque chose sur ce problème. Donc, ils sont partis, mais toujours en lien avec la chronique, si vous voulez. Il y a toujours eu un lien amical, mais ils sont partis pour créer autre chose. Et quand il y a eu la fin de la guerre d'Algérie et tout le retour des rapatriés, eh bien, il y a nos permanents, Pierre Lanier, qui est parti avec le fichier de toutes les associations sous le bras et qui est allé à l'aéroport à Lyon pour essayer de mettre les gens en relation avec tous ceux qui pouvaient les aider, puisqu'ils sont arrivés des milliers sur Lyon à cette époque, quoi. C'est-à-dire que
Mon père était extrêmement ouvert à tous les problèmes, tout ce qui touchait à l'homme, notamment sur le domaine artistique. Il avait créé des liens avec Faucillon, ça ne vous dit plus rien maintenant, qui était conservateur du musée des Beaux-Arts, qui était lui-même peintre. Il avait créé des liens avec d'Alban, qui était le conservateur du musée de Saint-Jean, là maintenant qui a été rénové, mais il était le premier conservateur et lui-même était peintre. D'ailleurs, j'ai un tableau, ça c'est derrière, là c'est le portrait de ma mère par d'Alban. Et ce d'Alban, c'était marrant parce qu'il l'avait rencontré à l'hôpital des Anglais où il faisait fonction pendant la guerre d'infirmier. C'est comme ça qu'il s'était retrouvé. Et puis il était en contact avec les milieux intellectuels de Lyon, avec des professeurs. Là, il y a eu des professeurs de la faculté des lettres aussi, hein, avec Zimmermann. Je ne sais pas si ça vous dit plus rien. Il y a une rue Zimmermann à Lyon qui était un des professeurs de géographie et qui était innovant dans son domaine. Je pense qu'il y a des archives des Zimmermann aussi, probablement, parce qu'il avait fait beaucoup changer la conception de la géographie, qui était plus du tout seulement une description, j'allais dire anatomique, si vous voulez, de la géographie, la montagne, la vallée, le cours d'eau, les synclinaux, les anticlinaux, etc. Mais une géographie qui déjà devenait une géographie humaine. Hein. Donc il avait ces contacts-là, et puis il avait un contact avec les musiciens, et notamment avec Georges Martin Witkowski et son fils Jean Witkowski, qui ont été les créateurs de l'Orchestre de Lyon. Créateur du premier orchestre de Lyon, même avant la salle Rameau, avant la construction de la salle Rameau, parce que la construction de la salle Rameau s'est faite après, par accord entre Witkowski, justement, et Édouard Herriot à l'époque. Et il se trouve que ma mère était, malgré sa famille, mais ça a été jusqu'à ce qu'elle ait 3 ou 4 enfants, après elle s'est arrêtée, elle était altiste à l'orchestre de Lyon. Pas du tout professionnel, si vous voulez, c'était que des amateurs. Le premier orchestre qui a été fondé, je ne sais plus bien quelle date c'était, mais c'était dans les années 20-25. Donc, alors ils avaient créé des liens bien sûr très forts, hein, parce qu'ils étaient peut-être 25 à l'orchestre à l'époque. C'est pas notre orchestre national là, avec 120 musiciens de haut niveau. Magnifique cet orchestre, je ne sais pas si vous l'entendez de temps en temps, mais il est absolument splendide. Il se trouve que la famille Witkowski est une famille qui est implantée dans la région Rhône-Alpes. Notamment, le fief de la famille se trouve à Paladru. Nous avons eu des contacts multiples et variés avec cette famille, parce qu'effectivement, nous avons une filiation directe, puisque nous appelons Schola Witkowski. Eh bien, nous avons été contactés il y a quelques années par l'un des membres de la famille, notamment un neveu et un petit-fils de Georges Martin Witkowski, qui, au moment où nous allions fêter le centenaire de notre association, nous a fait signe en nous disant bah, écoutez, il serait peut-être pas inintéressant de se rapprocher, étant entendu que ça avait un intérêt double, c'est que d'une part nous avions effectivement un lien patronymique, mais d'autre part on était en train de redonner à l'occasion de ce centenaire une des grandes œuvres majeures de Georges Martin Witkowski que nous avons chantée à l'auditorium de Lyon il y a quelques années déjà. Hein. Donc c'était tout à fait opportun et la famille Witkowski a souhaité à un moment donné confier le fonds de la famille aux archives municipales. Et c'est à ce moment-là que l'idée nous est venue d'accompagner cette donation majeure qui est effectivement celle d'un chef d'orchestre et d'un grand musicien. L'idée était d'accompagner effectivement cette donation en faisant don, nous, de notre fonds à nous. Alors, notre fonds à nous, il n'est pas aussi riche, bien évidemment, que celui de la famille Witkowski, en tout cas celle de Georges Martin et de Jean Witkowski, mais ça permettait d'avoir un complément tout à fait intéressant. Et la ville de Lyon, qui nous a à ce moment-là fait signe, a été très intéressée par le fait que nous puissions, là aussi, compléter le fonds de la famille. Ce qui est intéressant aussi pour les archives, que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance et l'honneur d'appartenir aux 3 exécutifs. J'étais tout de suite adjointe au maire de Lyon, j'ai été vice-présidente du Conseil général et j'étais secrétaire de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que c'est quand même intéressant
quand on est dans l'exécutif, plus que simplement quand on est derrière son bureau. C'est pour ça que j'ai dit que ça pourrait être intéressant dans quelques années de voir comment les trois peuvent s'enclencher. Quand j'avais tous ces papiers, je me suis dit ces papiers ne m'appartiennent pas en ce sens, parce que finalement je les ai faits grâce aux gens qui m'ont élu le travail que j'ai fait. Et comme je vous disais, j'ai eu la chance de pouvoir faire des choses intéressantes en tant que vice-président du Conseil général. Je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de donner, et mes placards sont vidés, à ma grande satisfaction, et je pense que c'est des années de ma vie que j'ai données à mes concitoyens, et il est normal que mes concitoyens sachent à quoi je les ai employés, si j'ose dire.